je vais effectivement d'abord, je remercie vraiment très très chaleureusement Sylvie, Anne-Marie et puis l'UMR Héritage et puis Sergi avec laquelle l'université nous avons à la chaire Humanité et Santé du Conservatoire et la chaire de philosophie à l'hôpital du GHU Paris, psychiatrie et neurosciences, des collaborations riches, intenses, fructueuses depuis maintenant plusieurs années et qui vont continuer encore parce que nous allons co-diplômer l'année prochaine ensemble, le CNAM et Sergi, le DIU, le diplôme interuniversitaire éthique, philosophie et design, notamment dans les questions de la santé, etc. Mais dans les questions du prendre soin. Vous avez raison d'utiliser cette expression qui montre d'emblée que la question du soin est du côté de l'action, et à la différence peut-être du terme anglais qui est moins explicite peut-être sur cet engagement au monde d'emblée. Et je pense en disant ça à une très belle thèse. Je vous invite d'ailleurs à regarder dans les bibliothèques deux très belles thèses qui ont été posées par deux de mes doctorantes, Zone Lazarik et Pauline Béger, et qui toutes les deux ont travaillé sur véritablement l'implication politique du CARE, donc dans le sillage de Toronto, et l'une avec Arendt. Et bien évidemment, chez Arendt, il n'y a pas de CARE, et pourtant, elle montre à quel point c'est totalement connivant, cela. Et puis l'autre sur la question de la compassion comme grand geste structurel de la constitution d'une cité. Et je dis ça parce que tout ça est malgré tout lié. Moi, je vais intervenir aujourd'hui. J'ai vu d'ailleurs ma collègue avec moi parce qu'elle aurait aimé être avec nous, mais elle n'y est pas, c'est Valérie Gâteau, et qui, à la chaire, qui est chercheur associé à la chaire de philosophie, et en l'occurrence qui travaille véritablement sur ces questions d'éthique narrative, de médecine narrative, et qui a en charge notamment pour la chaire, bien sûr, l'accompagnement des soignants de la clinique philosophique du burn-out que nous avons mis en place et qui passe, notamment au GHU, par un atelier d'écriture. Notamment, il y a d'autres exercices, mais celui-là est assez essentiel. Et Martin Lacleur, qui d'ailleurs va intervenir, avait été notre premier parrain. Donc tout cela fait boucle. Alors je vais avoir un propos très c'est un moment introductif, donc forcément général, mais je vais essayer à la fois de revenir bien évidemment sur des questions de définition médecine narrative, éthique narrative, et puis de vous montrer très rapidement deux exercices justement que nous avons fait avec Valérie, que ce soit la clinique du burn-out des soignants du GHU, et puis un autre exercice que nous avions fait, qui est paru. Tous ces travaux, vous les trouvez sur le site de la chaire de philosophie à l'hôpital, dans le registre des publications, et toutes ces publications sont en ligne. Et nous avons fait un travail également de collecte des récits de pandémie et des récits de confinement, pour voir justement qu'est-ce que ça racontait. Et nous avons d'ailleurs au loin une volonté de faire un colloque avec Columbia, qui a fait des choses similaires, non pas sur l'écrit, mais sur l'audio, et donc qui est allé chercher ce qui avait été également enregistré lors de cette expérience un peu inédite tout de même du confinement pour tous, je parle du premier confinement mondialisé. C'était une expérience particulière, et donc nous sommes allés voir ce que le récit immédiatement pouvait en dire, et surtout qu'est-ce qu'il permettait comme mode d'appropriation et en même temps comme mode critique, comme mode sans doute de stabilisation dans un contexte à la fois de sidération, peut-être de vécu d'effondrement. Donc on voit là une fonction très particulière du récit qui fait socle, et pas simplement corps, mais qui fait sol, au sens où le réel vacille. Et c'est très intéressant de voir justement que très souvent le récit est utilisé comme fonction post-traumatique,
au sens où c'est une fonction de restauration, de récupération, je vais en dire un mot, du sujet, de l'expérience, et ça se passe normalement après. Là, ce qui était intéressant, c'est que ça se passait pendant. Et ça, c'était très intéressant de voir s'il y avait une fonction capacitaire forte du récit au moment même de l'événement. Et qu'est-ce que ça permettait? Bien sûr de dire de l'événement, mais plus globalement de la manière dont on se tient dans l'événement. Donc ça, c'est ce qui nous a intéressé. Donc on aura à cœur d'essayer d'organiser cette journée d'études, ce colloque, soit avec, enfin pas soit avec Columbia, et également avec, si on peut, British Museum dans la boucle, pour une raison simple, c'est que British Museum a fait également une expérience intéressante sur les rêves pendant le confinement. Donc là, l'enjeu, c'était d'aller traquer les récits diurnes et nocturnes pendant le premier confinement. Donc, je vous donne rendez-vous et a priori, on devrait y arriver. Alors, je vais revenir donc médecine et récit. Vous voyez, c'est une longue tradition, d'abord par le fait que l'écoute du récit du patient, l'écoute est la première compétence clinique, la première compétence diagnostique. Mis quelques notions quand Guillaume, mon médecin, c'est d'abord celui que j'accepte comme mon exégète. Donc c'est vrai qu'il y a une fonction herméneutique première du médecin, comme celui qui va me permettre d'accéder à une définition de moi-même qui est une définition diagnostique, mais c'est très important qu'elle soit la plus fine, la plus singulière possible. Et d'emblée, c'est vrai que par manque de technicité, par manque d'objectivation d'evidence-based médecine, le premier grand territoire de compétence pour la médecine, c'était d'abord le récit et c'était d'abord l'écoute. C'est ce qui est encore rappelé effectivement par François Goupy dans La médecine narrative, une réflexion pédagogique. Voilà, l'écoute, l'accompagnement du malade étaient les seules fonctions ou presque du médecin. Donc on a véritablement cette vieille histoire qui est l'histoire inaugurale de la médecine, de son lien avec le récit pour accéder tout simplement à ce qui peut être la définition d'une maladie. Autre point très important et qui est partagé avec la psychanalyse, c'est que le récit renvoie à du généalogique aussi, c'est-à-dire que ça fait récit, la personne se raconte. On parlera également d'un terme de biographisation de la maladie, donc on vient raconter la maladie, mais on raconte les maladies des familles, de là d'où l'on vient. Si on prend le terme des antipsychiatriques, Ronald Lang, David Cooper, grand spécialiste de la thérapie familiale, il parle de nexus, de lien, du fait qu'on est issu comme ça de grands nexus, et c'est vrai que très souvent, ça se raconte. Donc, non seulement compétences cliniques sur la personne ici, mais bien évidemment son généalogique. Et on sait à quel point c'est déterminant, encore une fois, dans le soin de savoir quelle a été l'histoire des maladies dans la famille, là encore, et pas simplement la question génétique demain, parce qu'on sait très bien à quel point génétique, épigénétique, etc. se mélangent. Donc là encore, le récit absolument déterminant. J'ai repris un texte de Winnicott, qui est un des grands psychiatres, psychanalystes, pédiatres, et assez déterminant pour nous définir ce qu'est le care. C'est un texte de 70 qui s'appelle Cure. Parce que je trouvais ça assez drôle que dans ce texte, Winnicott nous dit « Cure, si ce mot pouvait parler ». C'est intéressant de voir, mon Dieu, mais oui, Cure a aussi un récit, et il aimerait à le dire, et éventuellement ce récit raconterait ce que je viens vous dire avant, c'est-à-dire qu'il y a eu scission, il y a eu un peu perte en ligne, c'est-à-dire que plus le Cure s'est technicisé, c'est une grande chose, au sens de, bien évidemment, cette conquête positiviste, je le redis, les humanités médicales sont absolument les partenaires clés de la médecine comme science. Elles ne sont absolument pas d'un autre côté. Elles sont justement dans le fait que cette science est au service de l'humain. Et donc cette humanisation de la science, de fait, si ce mot pouvait parler, il nous raconterait certainement une histoire et comment petit à petit,
On ne va pas refaire ici toute, comment dire, la tradition positiviste de Claude Bernard à aujourd'hui, et qui raconte cette scission, cure d'un côté, care de l'autre, et voilà, petit à petit, une espèce de dévalorisation, de mise sur le côté du récit ou d'une approche qu'on pourrait dire ici subjective, singulière, parce qu'elle est identifiée comme pas assez positiviste, etc. Donc ça, ce sont des points. J'ai mis juste une citation de Winnicott que je trouve intéressante dans ce texte, qui est de dire, mais qu'est-ce que les gens attendent de nous, médecins, personnes soignantes? Qu'attendons-nous nous-mêmes de nos collègues lorsque nous sommes immatures, malades ou vieux? Nanana, on attend donc de nous qu'il soit possible de dépendre de nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la fiabilité par rapport au fait que je vais être dans la dépendance, et donc ce que j'attends, c'est qu'il y ait une forme de confiance dans le fait que je peux confier d'une certaine manière ma dépendance à quelqu'un. Et donc cette fiabilité-là, cette possibilité de dépendre de nous, c'est un des rôles importants du médecin, et très souvent, on le sait, en psychanalyse, ce transfert ne se fait pas en donnant accès à des simples écrans et à des chiffres. Il se fait par précisément la verbalisation. Le transfert étant absolument déterminant dans le soin, pas que, partout en fait. Dès qu'il y a une relation qualitative entre des êtres humains, la question du transfert au sens non pas premier freudien de simplement transfert sur la personne des pulsions, etc., mais transfert au sens second, c'est-à-dire en gros confiance, possibilité de considérer qu'il va se jouer une augmentation possible par le truchement de l'autre et de cette rencontre, c'est là aussi déterminant. Donc un éloignement du récit qui se fait pour plein de raisons, on l'a avancé, progrès thérapeutique, etc. Le fait également qu'on va vers de plus en plus, et encore une fois tant mieux, pas simplement un grand médecin général, mais des compétences collectives, donc bien évidemment un parcours de soins qui fait qu'aussi un peu le récit passe sur le côté, bien évidemment les grandes contraintes économiques, c'est la première, le grand tournant rationaliste gestionnaire, voilà, très clairement n'est pas littéraire. On va le dire comme ça, mais c'est vrai que j'étais toujours étonnée, c'était dans un texte d'Elisabeth Zisman, je crois, qui s'appelait Sur la désobéissance éthique, et qui avait reproduit dans son, comment dire, ce qu'elle appelle les désobéisseurs éthiques, oui, et qui parle de la souffrance éthique des soignants. Elle avait reproduit une lettre il y a de cela quelques années, adressée, une sorte de circulaire de règlement intérieur d'un hôpital X, je ne sais plus lequel, adressée aux infirmières, et il y avait marqué « surtout ne pas parler aux patients ». Donc elle avait quand même photographié, voilà, parce que c'était considéré comme véritablement antinomique de, tout simplement du temps, de la rentabilité, et il y avait marqué une seule phrase: si le patient posait question, le médecin passera vous voir. Voilà. Et donc c'était simple, c'était que ça. On a l'impression d'une caricature, etc. C'est pour ça qu'elle l'avait littéralement photographié, identifié, certifié, véridique, pour montrer le délire véritablement dans lequel nous sommes tombés. Nous croyons que le récit a le monopole du délire, mais sachez que non. Ce qui a le monopole du délire, ce sont les chiffres. Donc c'est pas. Voilà, c'est ça en fait. C'est qu'au moins le récit permet de le déconstruire et invente la possibilité critique et réflexive. Quand tout d'un coup il n'y a plus les mots pour déconstruire ce qui se présente comme objectivité, c'est beaucoup plus compliqué. Donc les contraintes économiques, le tournant gestionnaire bien évidemment, et puis là aussi Goupy rappelle que malgré tout ce passage au second plan, cet éloignement du récit n'a nullement été voulu. C'est pas une affaire désirée, et d'ailleurs on va le voir avec aujourd'hui, on a plus de 20 ans, 25 ans de lean management dans les différentes structures, et on voit la réalité justement d'un épuisement, d'une souffrance éthique, d'une usure, et pas simplement du côté des patients, mais du côté des soignants.
Donc très clairement, on a là, encore une fois, on va voir non seulement une compétence clinique, mais une compétence pour lutter contre ce que la psychothérapie institutionnelle a appelé la pathoplastie après, comment dire, quantité d'auteurs, de Frankel, d'autres, etc. Et la pathoplastie étant tout simplement la manière dont un milieu fait qu'on va développer des pathologies parce que ce milieu est toxique, tout simplement. Donc là encore, il y a une fonction de préservation de la qualité de la vie institutionnelle par la possibilité du récit d'un certain temps, bien évidemment, dédié à ce récit. D'ailleurs, dans l'atelier que conduit Valérie Gâteau au GHU, bien évidemment, la part dédiée à l'écriture sur l'institution, elle est déterminante. C'est vraiment le premier temps. Le grand retour du narratif, bon, vous le savez, c'est les années 70-80, là aussi pour différentes raisons. Un grand tournant épidémiologique qui commence à se mettre en place sur la chronicité, qui passe aussi devant l'infectieux, ou l'infectieux qui devient chronique, pas tout de suite, mais bien évidemment dans cette grande histoire. Il y a la clinique du sida, notamment, mais il y a aussi toutes les autres maladies chroniques et qui vont faire que voilà, l'aigu ne devient pas le seul moment du soin. Et là aussi, si vous voulez attraper ce grand holistique, entre guillemets, de la maladie et ce que moi j'appelle le sécularisé de la maladie chronique, c'est-à-dire qu'en gros, c'est tout le temps, partout. Bon, il faut le récit. C'est tellement immense, c'est tellement extensif que pour précisément que ça ne nous fasse pas disparaître, il faut quelque chose qui nous permette de saisir l'amplitude, entre guillemets, de la chronicité d'une maladie, avec ses multiples détours et contours et difficultés et complexités, et qui en même temps, parce qu'il y a une fonction très bien posée par Ricoeur de définition du soi par l'identité narrative, à ce moment-là, déjà, première possibilité de se restabiliser parce que par le récit, je reprends un petit peu la main sur cette espèce d'hydre à plusieurs têtes qui s'appelle une maladie chronique, une douleur chronique et qui tout le temps surgit. Bon. Donc, malgré tout, la chronicisation des maladies est absolument déterminante dans cette histoire. Encore une fois, voilà, aujourd'hui, on a heureusement des enseignements de médecine narrative. On en a bien évidemment dans les universités françaises. Rita Cheron, on va en dire un mot bien évidemment, et puis plus encore tout à l'heure. Donc, c'est devenu, même si c'est... Il faut se bagarrer quand même, hein, il faut pas, on ne va pas dire non plus que tout est merveilleux et que... non, je pense que... Mais avec, malgré tout, je pense, une écoute de la nécessité de cette médecine narrative et des éthiques narratives qui n'est pas la même qu'il y a encore 5 ans, 10 ans, et alors voilà, donc c'est un point déterminant. Alors justement, Rita Cheron, là aussi je passe parce que ça va être grandement développé, mais on sait à quel point voilà, elle défend différentes compétences, critères, triades d'outils, l'attention, la représentation, l'affiliation, et tout cela, on utilise les outils plus spécifiquement de la lecture, de l'écriture, de la littérature, de l'herméneutique, de l'exégèse, etc., pour justement venir dire quelque chose de sa maladie, mais tout simplement de ce que pourrait Canguilhem appeler l'invention d'une nouvelle norme de vie. Parce que c'est ça, hein, vous parliez tout à l'heure de forme de vie, on est littéralement dans le fait de voir comment quelque chose qui est défini comme une vulnérabilité peut devenir capacitaire. Donc c'est véritablement les approches capacitaires de la vulnérabilité. Et puis également comment, par ce récit, se crée un transfert, une empathie, fondamentalement donc une circulation, si on veut le dire de façon très pragmatique, une circulation de l'information supérieure, un empowerment, si on veut le dire de façon plus pragmatique, parce qu'on sait très bien que quelle est la chose principale dans le soin?
c'est de considérer qu'il faut avoir cette alliance thérapeutique, cette fonction soignante en partage, que le soin est une création à plusieurs. Le soin n'est pas simplement du côté du soignant, n'est pas non plus que du côté du soigné, il est véritablement cette activité ensemble, cette création que nous allons faire. Le récit permet ça. Le récit permet, au sens de la verbalisation, l'écoute permet cela, permet tout d'un coup en fait de rendre totalement capacitaire un collectif, et donc de créer de l'empowerment, un caractère agent, une agentivité. Alors bien évidemment, première agentivité, celle généralement du patient. De considérer qu'il est le premier sujet, et par cette verbalisation, il y a un phénomène à la fois d'autorisation, mais il y a un phénomène d'autorisation que s'il y a reconnaissance de ma verbalisation, c'est-à-dire accueil de ce récit et prise en considération de ce récit pour construire le diagnostic qui est le mien. Et on sait très bien en plus que plus il y a cette qualité d'écoute, etc., et puis cette précision du diagnostic, justement parce qu'il fait corps avec le récit du patient, il y aura observance derrière. Observance du traitement, meilleure clinique de rétablissement, etc., etc. C'est-à-dire adhésion, un véritable consentement aux soins, et donc capacité, auto-soin, comme on dit en analyse, auto-soin qui est mis en place. Tout ça, ce sont en fait alors ça prend un certain temps, mais en fait ce sont des temps gagnés sur ensuite une observation qui va être moindre, une clinique du rétablissement qui va être moins efficace, etc. En fait, ce temps que nous prenons là, dans le moment du colloque ou dans les différents temps d'accompagnement, ce temps qu'on nous enlève dans le monde du soin, bien évidemment, c'est un temps en fait qui fait gagner du temps de guérison et du temps sur, encore une fois, la clinique du rétablissement. Alors, plusieurs points. La médecine narrative et les soignants, là aussi, il y a une fonction cathartique importante. Je vais dire rapidement, comme ça, quelques grandes fonctions. Je vais y revenir tout à l'heure en vous renvoyant aux études que l'on a posées avec Valérie Gâteau. Donc là, la fonction cathartique, c'est une fonction... Alors, est-ce que c'est une fonction de protection de la souffrance au travail ? C'est un peu trop, hélas, merveilleux de dire cela. Protection, oui et non. Oui, dans la mesure où, oui, tout de même, par le récit, c'est tout le travail de la psychothérapie institutionnelle, notamment. On sait très bien que les soignants se protègent en libérant, justement, tout simplement, cette atteinte sur le sens dont ils sont victimes à certains endroits, ou cette atteinte sur l'éthique. C'est les travaux de Christophe Dejour sur ce qu'il appelle la souffrance éthique. Bon, justement, par le fait, il y a un phénomène de reconquête, de restauration, entre guillemets, je vais y revenir, du sujet et des collectifs, de leur santé, généralement de leur santé psychique, de leur morale, par justement le fait de pouvoir dire les choses. Tout simplement, de pouvoir les définir, de ne pas se faire voler la définition ou l'impossibilité de dire quelque chose. Donc, extériorisation des ressentis des médecins, assimilable à une catharsis, et qui serait donc l'expression d'un besoin anthropologique d'exprimer ce que l'on voit, ou ce qui ne se voit pas mais se ressent. Et là encore, c'est tout à fait important. J'ai fait un petit point pour vous montrer toute l'amplitude. C'est vraiment alors totalement insuffisant, parce que pour le coup, l'épreuve, on pourrait appeler ça de façon très archétypale l'épreuve, et dans l'épreuve il y a le deuil, il y a l'accident, il y a la maladie, il y a l'expérience de la finitude. L'épreuve, la sublimation de l'épreuve, ça fait la littérature. Donc on pourrait quasiment peut-être mettre toute la littérature. Donc c'est pour ça que je dis que fondamentalement c'est totalement arbitraire comme petite, comme certains. Voilà, mais c'est juste pour montrer comme ça. Vous avez d'ailleurs Zawi, vous avez au milieu, là j'ai mis quelques philosophes récents
français pour le coup qui sont revenus sur ces questions. C'est Claire Marin, c'est Jean-Luc Tancier avec un texte absolument superbe qui s'appelle L'intrus sur la question de la greffe. Fabrice Zil, bien sûr, Ruven Augéen qui a écrit sur son cancer, Bertrand Cantin qui a écrit sur la mort et qui connaît également très très sur le handicap et qui connaît très très bien ces questions, Pierre Zaoui également sur la maladie de sa mère, Céline Lefebvre, enfin, il y en a quantité, donc ça c'est des philosophes absolument, un peu Frédéric Worms, etc. Donc tous ceux qui sont les philosophes du soin en gros, et qui travaillent comme ça avec une écriture souvent assez littéraire en fait, très, très belle, et pas que conceptuelle. Et puis sur le côté, vous voyez, bon, des textes littéraires alors vraiment avec des grands genres, on pense à La Peste, bien évidemment, Le Hussard sur le toit, etc. C'est-à-dire comment la maladie devient également la métaphorisation d'un événement historique, d'une civilisation. Donc là, c'est pas de l'infra-politique, c'est véritablement le politique, mais on sait très bien que c'est marqué au début. Voilà, il y a toujours cette alliance entre le micro-politique, la macro-politique, l'infra-politique qui est dit par, c'est très bien posé chez Zaoui, par la catastrophe intime qui va dire quelque chose de l'effondrement du monde, donc à chaque fois avec des possibilités comme ça de miroirs, de jeux de miroirs importants. Tout ce qui concerne ce que nous on appellerait la psychothérapie institutionnelle, la vie institutionnelle, Solzhenitsyn, mais là aussi, peut faire un double écho entre la vie institutionnelle et puis ce qui se joue voilà, c'est comme Goffman parle d'institution totale et puis de système totalitaire, on a les mêmes, un peu les mêmes façons. Vous avez comment dire, bien sûr, Sontag qui a été un point important, déterminant. Alors là, plutôt sur l'expertise patient, la naissance du récit comme plaidoyer et comme outil de régulation dans la démocratie sanitaire. On va en dire quelque chose, hein, mais c'est véritablement un point essentiel. La démocratie sanitaire, elle a été révolutionnée par le récit. Par le récit, par la biographisation de la maladie, par le fait de ce qu'on appelle les pratiques de publicness, de révélation de soi. C'est ce qui a donné le Pride, c'est ce qui a permis la déstigmatisation, ça a été les blogs, hein, et c'est ces prises de parole qui tout d'un coup font que des associations de patients bien évidemment se constituent, mais deviennent des acteurs clés de la démocratie sanitaire. Il n'y aurait pas de démocratie sanitaire sans ça. Ça n'existerait pas. Et donc, on voit tout l'aspect politique, hein, bien évidemment, vous savez ça mieux que moi, mais le rappeler, et puis, bien sûr, les textes qui vont renvoyer sur des choses plus complexes, on pourrait dire de disparition de l'identité narrative, qui sont des textes forts et qui viennent raconter éventuellement comment un sujet se perd et a conscience de cette perte parce qu'il va être plus ou moins touché par Alzheimer ou même par une dépression ou par des troubles addictifs et qui va rencontrer le récit racontant à la fois la perte de ce sujet puis en même temps malgré tout le maintien capacitaire sur ce sujet qui est en train de disparaître. Donc quantité de récits. On va faire un point sur les récits du confinement et de la pandémie, donc justement que nous avons passé au crible. Je vous renvoie également, puisque on a dorénavant un institut Covid-19 ad memoriam qui s'est posé comme étant le lieu de l'archivage, de la mémoire de cet événement, mais donc très clairement cet institut récupère, collecte beaucoup les récits, parce que quand on vit l'événement, on ne peut pas avoir tout le recul, comment dire, d'un evidence-based ou de je ne sais quoi. On attrape d'abord la description, et cette description, c'est bien évidemment le récit. Donc mémoire active et numérique de la pandémie, le travail qu'on fait à la chaire de philosophie, bien évidemment, et puis bien évidemment les travaux clés de Rita Charon sur le narrative medicine. Alors voilà, en gros, le langage, parce que moi je travaille plus sur le langage, mais ça nous permet ça, à la fois une praxis de résistance, si on veut le poser du côté politique, et puis une pratique de restauration du sujet, donc de resubjectivation.
sachant que voilà, nous avons des expériences multiples de désubjectivation déterminante. Vous l'appelez comme vous voulez, hein, ça s'appelle élaboration psychique chez Freud, ça s'appelle symbolisation, ça s'appelle perlaboration chez Pontalis, ça s'appelle la sublimation. Voilà, c'est ce que nous permet de faire la fonction narrative, voilà, tout simplement, de faire que quelque chose qui est défaillant éventuellement devienne capacitaire. C'est ce que certaines appellent aussi la transitivité de la souffrance, donc pas simplement la souffrance pour la souffrance, mais la souffrance pour autre chose qu'elle-même. Et ça, c'est que la fonction symbolisante qui permet éventuellement de faire ça. C'est pas du tout une approche doloriste, hein. Moi, je ne suis pas du tout dans l'idée que, mon Dieu, il faut nécessairement passer par la souffrance pour découvrir le sens des choses, pas du tout, mais il s'avère qu'il y a de la souffrance. Et qu'à partir du moment où il y a de la souffrance, cliniquement, la question pour le soignant, c'est de dire qu'est-ce qu'on en fait de ça, et comment on la quitte, et si on ne peut pas totalement la quitter, comment on la transforme malgré tout. Donc, libérer l'autre au soin par la parole, par la question du transfert, créer le consentement aux soins. Je l'ai dit encore, compétences cliniques, savoir généalogique sur la maladie, par le récit, le soin narratif, appropriation d'une réalité complexe. Ça c'est très intéressant, par exemple, prenez le texte donc, de Jean-Luc Nancy, où il dit de voir sa survie à la rencontre dans son temps imparti d'un certain état des techniques absolument extraordinaires, hein, puisque c'est une greffe, c'est des opérations multiples et variées. Quelques années plus tôt, je serai mort, quelques années plus tard, je serai autrement survivant. Et donc, en fait, par le récit, il va récupérer son corps, il va créer par le style propre un corps propre. Et ça, c'est magnifique de dire ça. Il dit « Je suis la maladie et la médecine. Je suis les agents immunodépresseurs et leurs palliatifs. Je suis les bouts de fil de fer qui tiennent mon sternum et je suis ce site d'injection cousu en permanence sous ma clavicule. Tout comme j'étais déjà d'ailleurs ces vis dans la hanche et cette plaque dans mon aine. Je deviens comme un androïde de science-fiction ou bien un mort-vivant. Mais c'est par le récit qu'il attrape cette réalité complexe de la technique et qui, simplement sans le récit, il attraperait que son démembrement d'une certaine manière. Et là, il se réattrape comme conquête, au contraire. C'est véritablement l'apport sublimant. Le rapport au non-aigu, le récit nous permet, je l'ai dit, d'avoir cette relation à l'extensivité, hélas, des nouvelles maladies hein, qui durent. Et puis, bien évidemment, demain, ça nous permettra sans doute d'aller travailler mieux sur les questions de prévention, sur les questions de rétablissement, etc. Bien évidemment, c'est des praxis de résistance des collectifs hein, dans la vie institutionnelle, contre la désubstantialisation du langage, hein, puisque très clairement, les questions de réification, c'est très bien posé par la théorie de Francfort, la théorie critique, hein, qui sont des entreprises de réification fortes. Et les premiers lieux de ces réifications, souvent les entreprises au monde du travail, mais aussi les services publics, les administrations, etc., hein, qui ont subi le même type de néo-management public, où justement le langage, on est dépossédé de son langage, il y a une espèce de novlangue qui arrive, avec un certain type de mots à la place d'autres mots. Donc, sincèrement, le récit, c'est toujours la bataille contre cette désubstantialisation du langage. Je l'ai dit tout à l'heure, fonction de régulation en démocratie sanitaire, et puis fonction de stabilisation en période de crise. On va voir que oui, sans doute, ça a été un point important dans l'expérience pandémique, dans l'expérience des confinements, d'avoir une fonction communautaire, une fonction malgré tout de cohésion, par le simple fait de déployer une fonction narrative et d'accéder à la possibilité de faire récit et de mettre bien évidemment ces récits online, de les partager, etc. Même si ces récits ne racontaient pas la même chose. Mais c'est par la fonction du récit qu'on fait communauté. Et ça, c'est très intéressant, puisque ça nous permet, dans l'amplitude des destins qui ont, et Dieu sait si les confinements ont montré les inégalités, les vulnérabilités, etc., qu'il n'y avait pas de monde commun du confinement, c'était précisément ça, mais le récit a recréé néanmoins une possibilité d'un monde commun par la fonction narrative et par la fonction réflexive. Je vous renvoie donc à ce travail pour une clinique philosophique du burn-out des professionnels de santé.
et donc qui explique un peu les protocoles qu'on peut mettre en place pour suivre cette souffrance professionnelle, et qui bien évidemment utilise, et je dirais simplement ça parce que le temps file, utilise ce qui a été bien posé également par Tronto, c'est-à-dire que le care, de prendre soin, mais l'éthique du care est une phénoménologie du politique. Phénoménologie du politique au sens où on va venir rendre visible de l'invisible, on va venir rendre visible des vulnérabilités qui sont généralement stigmatisées, on va venir rendre visible le dévalorisé, etc., le déclasser, le désubstantialiser, et donc phénoménologie des politiques, le care. Donc vraiment, c'est un faiseur d'apparition, comme un révélateur. Hein. C'est très intéressant, et j'aimais bien cette formule qui avait été posée par, comment dire, Art Spiegelman, l'auteur de Mauss, et qui avait été interrogé à un moment donné et qui avait expliqué que le Covid ressemblait un peu à ces espèces de substances que les experts en criminologie utilisent pour faire apparaître les traces des meurtres. Et que donc, en gros, ça avait joué un rôle de révélateur. Je pense que l'éthique du care fait la même chose. Elle vient vérifier les massacres qui sont opérés chaque jour dans le plus beau silence, dans le grand hôpital blanc, maculé, splendide, et en fait, où se jouent des souffrances qui ne sont pas dites, qui sont empêchées, et qu'il faut mettre en lumière, en exergue, non pas pour, encore une fois, appuyer sur ce victimaire, mais au contraire pour rendre nos organisations bien plus efficaces, parce qu'encore une fois, ce retour, non pas du refoulé, mais ce retour du vulnérable sans cesse nié, qui produit les pires catastrophes. Donc voilà, le care comme cessation, ou plutôt révélateur du déni, et possibilité de faire quelque chose de ce déni de la vulnérabilité. Je passe là-dessus. J'ouvre sur les éthiques narratives, parce que là aussi, vous voyez toute l'ampleur du statut éthique donné à la narration dans le cadre d'un processus thérapeutique, et ça va de, comment dire, une approche jurisprudentielle au sens où on vient comprendre un contexte, une maladie, une singularité, etc., donc un côté casuistique, jusqu'à véritablement une aide absolument déterminante à la décision. Le rappel, comme ça a été dit tout à l'heure en entrée par Ricoeur, sur le fait que tout simplement notre premier outil de maintien de l'identité, de notre maintien au monde, c'est le fait de poser le soi comme œuvre narrative. Pourquoi ? Parce que tout simplement, voilà, le soi doit être plastique, et s'il doit être plastique, il lui faut des outils lui permettant justement d'attraper les failles, les manques, les effondrements, et il faut un outil particulièrement agile, avec des amplitudes très fortes, et cet outil, ça s'appelle la verbalisation et le récit. Le fait, malgré tout, que la co-construction de la signification de la souffrance peut être elle-même porteuse de la transformation de la souffrance, donc qui a de toute façon un caractère performatif important aussi, bien sûr, de cela. Donc je vous renvoie, et je vais vous montrer quelques images comment fonctionne, notamment un des outils de cette clinique du burn-out, c'est le séminaire atelier d'écriture porté par Valérie Gâteau. Donc c'est une séance par mois, hein, en revanche c'est sur du temps long, c'est tout le temps, c'est au moment du déjeuner, donc ça s'inscrit comme ça dans les heures à la fois libres et en même temps qui ne sont pas, voilà, parce que c'est une bataille de trouver ce temps. Donc c'est pour ça que je trouve cette astuce-là, qui est de dire, écoutez, déjeunons ensemble, mais déjeunons un peu différemment. Voilà, et puis on va avoir à chaque fois un par un, et puis on va venir expérimenter justement ces fonctions thérapeutiques et cathartiques de la narration.
avec des thèmes à chaque fois qui reviennent, et puis des exercices de style, raconter par exemple la vie d'un lit d'hôpital, ça peut être voilà, ou au contraire raconter un point problématique sur une souffrance éthique. Enfin, voilà, donc on va passer comme ça au fil de l'année sur différents grands thèmes, et ils sont accompagnés par justement les dessins d'un artiste, c'est important, de Jacopo Mandiche, je vais vous montrer, et donc qui lui à chaque fois dessine à partir des récits qui sont fournis en amont. Et donc, là par exemple, c'était un verbatim d'un, je ne sais pas si vous le voyez, c'était un verbatim d'un médecin qui disait moi j'avais en gros deux souhaits quand j'étais enfant, soit être président de la République, donc on en voit un au loin, soit être éboueur. Bon, ben j'ai fait médecin. Bon, donc ça l'a inspiré. Et ça l'a inspiré, et donc a surgi au croisement du président et de l'éboueur, une figure du soin. Et c'est intéressant de voir comment voilà, on attrape différemment, et c'est très intéressant de voir comment les soignants, bien évidemment, se sont sortis portés. Il y a une fonction phorique, hein, phorique au sens de portée, foreign, il y a une fonction phorique du dessin. Également de légitimation de leurs paroles. C'était pas simplement écrit par eux, c'était dessiné par un artiste. Et ça avait une fonction d'universalisation, ça avait une fonction de légitimation, ça avait une fonction de beauté aussi, donc de sublimation autre. Et puis pour certains qui avaient un accès, et ça je pense que vous le verrez tout à fait avec les enfants, quoique tous les enfants n'ont pas une difficulté avec la verbalisation, donc les adultes aussi ont une grande difficulté avec la verbalisation. On ne s'autorise pas nécessairement, donc c'est vrai que cet apport de Jacopo est absolument essentiel, parce que très souvent, pour ceux qui sont un peu plus dans l'inhibition, alors qu'ils sont venus aux ateliers d'écriture, etc., ce passage par le dessin, ce truchement par le dessin, crée déjà un viatique, une possibilité, une forme d'autorisation, et c'est encore très précieux. Alors on a fait du Zoom, hein, bien sûr, comme tout le monde, puisque les ateliers ont eu leur moment. Alors aujourd'hui ils sont revenus en présentiel, mais là c'était un moment, comment dire, distanciel, donc en l'occurrence qui avait été également dessiné, puis avec encore une fois des verbatims. On a fait un questionnaire, juste vous montrer que voilà, sur... alors on a comment dire, un score de démocratie totalitaire, hein, pardonnez-nous, 100% des participants recommandent l'atelier. Voilà. Donc c'est comme ça. Hein, et alors c'est totalement validé par l'evidence-based. Donc voilà, bon, non, il y avait, de fait, il y a bien évidemment plus qu'un biais, mais il n'empêche que c'est important. On va être en année 3 là bientôt, et en fait ça ne fait que grossir. Il y a un livrable, d'ailleurs vous le verrez, il va être en ligne si vous vous intéressez, vous taperez également sur la chaîne, vous verrez tous les dessins et tous les verbatims, tous les récits, parce qu'on fait un livrable sur l'année, un livre qui vient tout simplement reprendre tous les récits des soignants. La lecture des récits, puis le partage des ressentis m'a semblé constituer un sentiment de groupe. Pouvoir se retrouver au fil des séances, avec un TS, a contribué à renforcer ces sentiments. Je participe avec plaisir, sachant que je vais retrouver un certain noyau du groupe, donc le côté sécurisant, phorique, je disais. C'est une facilitation de l'expression, une ouverture de se voir, travailler, réfléchir au travers de la fiction créée par l'imagination de quelqu'un d'autre, avec 12 outils. Donc ça, c'est le rapport également avec Jacopo. Donc, comment continuer, etc. Donc ça, c'était important. La question d'engagement éthique qui est absolument déterminante à la chaire. Et puis, juste, je vous renvoie, et je conclus, et pour laisser le temps des questions. Donc, également cette étude, narration imaginaire et fonction de l'écriture dans les journaux de confinement, qu'on a fait paraître en 21, et vous voyez, hein, c'était une recherche. On avait essentiellement pris que les textes en langue française, parce que c'était pas possible, que ceux qui étaient publiés, ouverts à tous. Mais en revanche, on avait pris tout le monde, c'est-à-dire les textes des patients, les textes des soignants, tout ce qui était en ligne, accessible,
a été passé au crible, donc ça faisait quand même pas mal de choses. Et on a également, on a vu des thèmes qui étaient absolument communs, la question du virus, de la temporalité, de l'impossibilité du deuil sans rituel, qui était abordé quasiment dans tous les journaux, mais avec des mobilisations des imaginaires un peu différents, où vous aviez, c'est vrai, plutôt une fonction imaginative et politique du récit qui était portée par les intellectuels, plutôt une fonction cathartique qui était portée par, comment dire, les soignants, et qui, bien évidemment, aussi revenait sur du politique, mais du politique au sens de la vie de l'institution, et le manquement, entre guillemets, de cette institution. Et vous aviez, au contraire, une fonction d'identité narrative classique chez les patients, avec une expérience de la sidération, avec une expérience de « mon Dieu, comment demain va devenir ce monde ?» Donc quelque chose qui était déjà à la fois sur le temps présent, l'ordinaire, mais déjà dans le fait de ce qu'on a appelé, vous savez, par la suite, le retour à la normale, et de s'interroger sur mais qu'est-ce que ça allait être ce retour à la normale, en fait. Donc déjà ce jeu entre normal, pas normal. Donc je vous renvoie justement, vous voyez, donc on a listé rapidement les fonctions de liaison, les fonctions de partage, les fonctions de catharsis, les fonctions d'historisation, voilà, fonction imaginaire et fonction de l'écriture, fonction éthique, fonction politique, herméneutique, créatrice, fonction de subjectivation. Voilà, je passe là-dessus et je vous remercie, et je pourrai revenir, voilà, j'ai 2 minutes de plus. J'ai essayé de...